Dans une grande ville, dans un service de poste, le fils du chef de ce service, Jesper, est appelé par ce dernier pour lui annoncer qu'il est promu comme facteur à Smerensburg, ville basée sur une île située au nord du continent, malgré sa qualité inexistante dans son efficacité d'avoir ce boulot. Car il ne fait que de se la couler douce, du fait qu'il est le fils du chef de ce service postal, qui explique ce comportement de privilégié. Au final, il a beau avoir ce travail, mais son père, désespéré de sa situation, lui affirme qu'il faudra faire parvenir 6000 lettres à la grande ville durant 1 an, pas un jour de plus, ou sinon, adieu à la belle vie confortable, à rester couché sur son transat sous une tente. En arrivant à Smerensburg, il s'aperçoit que c'est un milieu froid et hostile, où la méchanceté règne. Et personne ne le considère comme important sur cette île où l'hiver a l'air de durer toute l'année. Après des déboires à essayer de valider des lettres via certaines péripéties, il y a un endroit sur la carte, collé sur le mur du bureau de poste où il vit, une habitation à l'extrémité de l'île, loin du village principal où les habitants sont divisés en 2 camps pour raison de tradition. Du coup, ils se rend à cette habitation, sans savoir qu'il allait trouver des jouets à foison dans un local où vit un menuisier extrêmement discret, où ils vont devoir collaborer pour rendre les enfants du village heureux, délaissés dans leur éducation par des parents trop occupés à se détester entre eux que de s'occuper de leurs propres enfants. Les jouets se trouvant dans le local du menuisier, sera-t-il la clé pour améliorer la situation sociale de cette île ? Ok. Qu'avez-vous pensé de ce film ? Moi, j'ai pensé que Klaus c'était un très bon film. L'animation est incroyable, honnêtement. Là, l'histoire est quand même correcte, plaisant. Ouais. J'ai pas grand chose à dire maintenant. Ok. Moi, j'ai retrouvé un petit peu cet esprit de Noël qu'on ressent lorsqu'on est gamin. C'est vraiment une surprise parce que j'étais pas au courant de ce film-là, du fait qu'il est sorti il y a 3 ans, sur 2 personnalités différentes qui, au final, par des virages différents, se retrouvent dans la même voie de la sagesse, même s'ils ont des âges différents. On voit toute la progression d'une ville qui s'était empêtrée dans des traditions complètement débiles, à se mettre sur la gueule pour rien, et pour au final se transformer en havre de paix au nord du globe. Je l'ai vu hier soir, il y a certaines scènes, je suis pas prêt d'oublier, ouais. Non, c'est un film qui est plutôt sympathique, tant sur le fond que sur la forme, vu que même l'animation est plutôt artistique, je trouve. Elle est belle, l'animation. Sur l'animation, il y a plein de choses à dire. Ils ont fait ça de main, c'est plutôt rare. En fait, c'est une animation très particulière. C'est ni à la main, c'est ni 3D en même temps. Bah en fait, c'est que la lumière, la gestion de la lumière qui a été faite sur ordi, de ce que j'ai vu. Oui, exactement. Mais en fait, l'animation, c'était pas aussi dessiné sur papier, hein, c'était sur le logiciel. Si, c'est fait à la main, justement. Sérieusement ? Ouais, Sergio Pablos, il a voulu faire comme ça. Ah. Bah ouais, il s'est demandé comment serait l'animation, comment serait une histoire, avec entre autres le thème de Noël, à la main. Quasiment tout a été fait à la main, sauf la gestion des lumières, sur ordi. C'est fou. Non, c'est fait à la main, mais sous l'ordi. Après, oui, pour le rendu, oui, effectivement. Si tu parles de la phase après les dessins à la main, oui. C'est pas, comment ça s'appelle ? C'est pas du stop motion. Oui. Concernant Jesper, sur son égoïsme qu'il affiche dès le départ, Ouais. il fait face à l'expérience de son père en pensant du fait qu'il va être promu et qu'il va enfin avoir un job pour qu'il ait la paix royale, mais en fait pas du tout, sans savoir dans quel terrain il allait évoluer, où son ego fait face à la dure réalité, où petit à petit, au fil des péripéties, au fil de certains événements, il s'aguerrit entre guillemets, il est beaucoup moins dans la précipitation de vouloir se barrer de l'île. Bah, il acquiert de nouvelles valeurs en même temps. Ça lui change un peu de son quotidien. Ouais. Bon, au niveau des valeurs, justement, je trouve que c'est un film qui est plutôt intéressant parce que ça sort un peu des films de Noël qui se contentent d'être des espèces de contes de fées. Là, il y a vraiment un côté où déjà l'esprit de Noël n'est pas là. C'est ça. Au début, c'est seulement après qu'il commence à arriver, parce que avant tout, Noël, c'est un esprit, et c'est ça que j'ai bien aimé moi personnellement dans le film, c'est-à-dire que c'est l'état mental de la personne qui fait que oui ou non, il capte l'esprit de Noël. Ouais. Ce qui permet un peu de faire cette transition, je pense pour les enfants, entre le Père Noël n'existe pas, et en même temps, tout en conservant un esprit de Noël qui en réalité sort tout droit de notre perception. Tu vois, de ressentir l'ambiance de Noël ou non, ça vient de comment on perçoit le monde, de comment on interprète les choses. Et c'est bien mis en avant dans le film, parce que finalement, le protagoniste au début ne l'a pas, et apprend à l'avoir, parce qu'effectivement, ça s'apprend.
mais aussi dans la mise en scène, dans certains plans, quand Jesper se retrouve dans le local avec les objets et que Klaus est un peu montré comme un monstre parce qu'on ne voit pas encore son visage. Où ça montre dès le départ dans quel état psychologique se retrouvait Klaus, ou dans son mystère, c'est quelqu'un de très enfermé, parce que il cache quand même pas mal de choses. Rien que la scène, quand ils se sont déjà suffisamment sociabilisés entre les deux, où il disait « J'imagine que toi aussi t'as hâte qu'on termine les dernières livrées, parce que Jesper lui avait donné cette énergie de distribuer des objets aux enfants, mais il n'avait pas encore fait le deuil de sa femme, qu'il n'avait pas l'énergie de recréer des objets, parce que on sent que c'est quelque chose qui lui atteignait son intimité, et qu'il n'avait pas envie de rendre public son travail, parce qu'il était encore traumatisé d'un projet à long terme qu'il n'a pas pu se faire avec sa femme, et des enfants qu'il n'a pas eu. Le laiton. Oui. Et puis avant, tu dis rien, donc qu'est-ce que t'en penses? Parce que j'ai rien à ajouter sur ça, honnêtement, je suis désolé. Ok, bon. Je sais pas, sinon au niveau de, on va dire, de l'adaptation du protagoniste tout au long du film, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça peut-être un peu trop facile? C'est-à-dire que soudainement il devient quelqu'un de bien avec une bonne morale? Ou pour vous c'est pas le cas? Bah, c'était pas soudainement. C'est progressif, c'est bien fait, ouais. Parce que il y a une scène où ça montre les phases de jour-nuit extrêmement rapidement, juste après cette journée qui était compliquée, et que ce cycle jour-nuit montre rapidement une succession de journées galères, où il y avait suffisamment d'éléments du fait qu'il évoluait dans un village où tout le monde se déteste, et les gamins n'ont aucune éducation, et que Jesper était dans ce milieu-là, complètement éreinté, où malgré ça, son égoïsme n'avait pas encore disparu. Il voulait quand même se barrer de l'île avant qu'il aille se rendre chez Klaus. Mais bon, je t'avoue que là, c'est un peu mal structuré parce que je suis encore un peu dans l'émotion vu que c'est depuis hier soir et ça rappelle plein de trucs. Ce film t'a ému? La scène du premier objet, quand Jesper arrive à se sauver in extremis du père qui lui tire dessus, et que pendant que le père est sorti dehors de la maison, où il y a le premier enfant qui a son premier jouet, la grenouille, la musique avec le Père Noël qui n'en est pas un, enfin Klaus, on avait l'impression que Klaus voyait pour la première fois son entre guillemets fils qui n'en est pas un, quelque chose qu'il espérait assister du fait qu'il n'a pas eu de famille. Ouais. En voyant cet enfant heureux avec la grenouille qu'il a fabriquée. Bah, c'est ce qui fait un peu toute la profondeur du film, parce que ils arrivent à traiter un sujet assez problématique, même plusieurs sujets problématiques, tout en trouvant le moyen de rendre ça attractif, de rendre ça esthétique et même divertissant. Parce que si on s'y plonge, on peut même voir une enseignante, où il y a l'évocation du problème du fait que les enfants ne veulent plus travailler, que c'est aussi en grande partie à cause des parents qui se détestent. Ouais. C'était pas les enfants, c'était juste les parents. Oui, mais il y a cette idée selon laquelle, partout sur l'île, l'éducation, c'est pas du tout une priorité. Ou même, il y a d'autres problèmes. Hein. Soit on pourrait prendre la principale caractéristique de l'île, c'est que tout le monde veut se tuer. C'est-à-dire qu'il y a deux familles qui se détestent, les gens ne sont pas heureux, tout est permis. Ou même, tout le monde est assez malsain, en fait. On se rend compte que même je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais le capitaine du bateau, qui a le rôle du taxi pour faire joindre les voyageurs entre l'île et la Terre, même lui, il trouve ça drôle de ramener des gens sur l'île et de leur présenter l'île comme un paysage de rêve et de se foutre littéralement de la gueule du protagoniste quand il va mal. C'est ça ? Enfin, il y a une ambiance qui est très malsaine et qui va seulement réussir à, on va dire, à remonter la pente, à redevenir une ambiance normale après de nombreux sacrifices de la part de certaines personnes et qui ramène à la morale du film. Il faut des actions qui sont donc désintéressées pour avoir nécessairement des conséquences positives. Ah mais parce que tu vois, enfin cette phrase-là, ces choses-là, mais ça manque tellement aujourd'hui où quand tu penses que t'offres quelque chose à quelqu'un et même la personne qui reçoit quelque chose, cette personne-là du fait qu'on est dans une époque tellement paradoxale et merdique que on sait pas si la personne est vraiment émue, si tu offres quelque chose ou pas. Ouais. Eh ben c'est tout l'intérêt du film. Ouais. C'est de revoir les bases de Noël quoi. Enfin, je pense, du moins. Sans pour autant que ça de retomber dans la religion chrétienne sur les valeurs, enfin. Non, ils en parlent justement. C'est un film qui est plutôt, on va dire, pas anti-religieux, mais qui est neutre en termes de religion. C'est-à-dire qu'il n'en parle pas, et c'est assez astucieux d'ailleurs, parce qu'on n'est pas dans le dogme ou dans la croyance, on est dans quelque chose de plus concret. Ouais. Je veux dire, la seule chose mystique qui est un peu dans le film, c'est du vent
C'est littéralement du vent, un signe qui est interprété dans le film, on va dire un courant d'air qui ramène les feuilles vers Klaus, qui on ne le sait pas au début mais est le Père Noël. L'allégorie de la femme, ouais. Bah, c'est l'allégorie de sa femme, ou alors de l'esprit de Noël aussi, d'une certaine manière, mais c'est la seule chose vraiment surnaturelle. Au-delà de ça, tout est très rationnel, tout est très porté sur la mentalité des protagonistes. C'est intéressant. Et il y a aussi la morphologie des personnages qui sont bien utilisés pour des actions comiques où on voit bien, il y a sa propre loi de la gravité, c'est intéressant ça aussi. Tu fais référence à quelle scène ? Dans la gestuelle des personnages, dans les outils qu'ils utilisent, ou des outils manipulés, la morphologie entre Klaus et Jesper. Ah, ça. La scène où ils se rendent pour la première fois, juste avant la scène où l'enfant joue avec la grenouille, où ils arrivent devant la maison, avec Jesper tout étriqué, avec Klaus qui prend toute la place sur la calèche. Enfin, c'est des tout petits détails comme ça. Moi, je trouve ça rigolo. Bah, ça reste assez cartoonesque. L'idée, c'était pas non plus de sortir de ce côté esthétique, je pense, et c'est plutôt réussi d'ailleurs. Ouais. Non, mais c'était important en animation d'avoir des éléments comme ça pour qu'on fait passer des idées d'écrire plus le personnage, tu vois. Parce qu'on associe certains éléments au personnage avec ses différentes formes, tailles et proportions. Ouais, c'est ça, enfin, ça fait aussi passer on va dire, le physique et la manière dont ils se comportent, comme si on prend la scène que t'as relevée, tout compressé par Klaus, ils sont sur la même calèche qu'il n'y a pas de place. Ça montre déjà que notre protagoniste c'est plutôt quelqu'un qui ne s'affirme pas en tant que tel. Non. Qui préfère fuir que de s'affirmer. Bah, au début du film, c'est clairement ça qui est passé comme message. Hein. C'est quelqu'un qui est enfermé dans son confort, qui fait pas trop de vagues, on va dire, et qui va sortir de cette façon de penser au fur et à mesure du film. Et surtout dans cette scène, je pense que c'était vraiment pour montrer qu'il a vraiment peur de Klaus parce qu'il ne connaît pas. Ouais, c'est ça. Tu vois, cette différence de taille toujours démontée de cette manière-là. Et posture. Bon, ça allait déjà mis. Ils l'ont déjà fait avant, parce qu'à ce moment-là du film, avant, il avait déjà peur de se faire tuer plusieurs fois. Notamment lorsqu'il y a une... Enfin, d'ailleurs, ça, c'est ce qui distingue un peu le film du film pour enfants, c'est que on suggère quand même la mort de façon très violente pour le protagoniste. On voit une hache qui suggère la décapitation, puis une corde. Ouais. Où le protagoniste va jusqu'à la mettre autour de son cou en pensant que Klaus va le pousser à se pendre. Enfin, c'est assez violent pour un film de Noël, en fait. Ah, mais cette scène-là, mais j'ai... Ce passage précis, c'est vraiment le fin fond des abysses jusqu'au nec plus ultra, parce que vu que je savais que c'était un film un peu innocent, quand je voyais la corde, mais vraiment dans mon mental, ça m'a vraiment fait plonger. Ça amène un sentiment paradoxal, c'est vraiment deux émotions contraires, et qui s'estompent au même moment comme un sort de courant alternatif, et tu sais pas comment te placer. Pour moi, je l'ai ressenti comme ça. Bah ça fait bizarre, mais justement, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir mis cette scène, justement, parce que cette scène met en avant le fait que les gens deviennent cinglés. C'est-à-dire qu'ils ont peur quand t'arrives sur cette île-là où tout le monde se déteste, tout le monde veut ta mort en permanence. Bah finalement, même des choses toutes bêtes, tu les interprètes mal, à tel point qu'il y a une espèce de psychose qui naît, tu vois, il faut un retour des vraies valeurs. Moi, c'est comme ça que j'interprète ce film. Et donc cette scène a quand même son importance. Toutes les premières scènes avec Klaus, c'était vraiment ça. Pourquoi il est tellement loin de tout le monde, pourquoi il vient pas au village, tu vois, c'est pour ça. Tout le monde le perçoit comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de dangereux. Même le guide là, qui emmène les gens aux îles, tu vois, même lui, il a dit que tu verras que ça va être... Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il a quand même sorti un truc de style qui a insinué qu'il est méchant, Klaus. Mais ce n'était pas du tout le cas. Non. Ah oui, non, mais lui, il veut lui faire peur. Lui, c'est justement le fameux taxi, là, le gars qui gère le bateau, qui est un vrai connard, parce que il joue là-dessus. Je veux dire, c'est justement son objectif. Il fait genre qu'il va se faire tuer, enfin, et que ça va être horrible. Il le fait clairement exprès. Moi, je le vois pas comme un connard, non, justement, un précipiteur des événements, parce que je pense que le capitaine, il sait comment est Jesper au fin fond de lui-même, et qui le pousse un peu à se découvrir. Alors, un connard peut-être pas, mais du moins c'est quelqu'un qui adore le sarcasme à outrance, hein, parce qu'il abuse. Oui. Il s'ennuie. Et jusqu'à mettre le... Non mais surtout même quand on regarde. Et en fait, il y a une contradiction avec ce personnage, parce qu'il y a un moment donné dans le film où Jasper se sent très seul. Parce qu'au début ça ne marche pas, il a besoin de poster 6000 lettres pour avoir le droit de rentrer chez lui, et donc le retour à sa vie de petite bourgeoisie, mais il n'y arrive pas. Et qui voit-on ? Le seul personnage qui se fout impunément de Jasper, c'est lui. C'est le fameux passeur en bateau, qui vient le voir pour se moquer de lui, et qui finalement ne l'aide pas. Enfin, je veux dire, c'est pas un personnage sympathique au début du film. Non. La seule bonne action que fait le passeur, c'est que, lorsque Jasper a réussi sa mission, et que son père vient le chercher, il va dire à son père qu'il n'a jamais vu Jasper aussi malheureux, et que personne n'est aussi malheureux quand il quitte l'île, et donc ce n'est pas normal. C'est la seule bonne action. Non, il a dit qu'il a jamais vu quelqu'un quitter la vie plus malheureux quand il est arrivé. C'est ça, ouais. Non, un facteur.
Je sais pas s'il précise que c'était des facteurs ou non, mais du moins il y a cette idée de on repart toujours plus heureux que comme on arrive. Et en tout cas, j'aime bien cette construction indirecte du mythe du Père Noël. Ça se fait progressivement. Oui, mais bien sûr. Oui, progressivement, comment l'histoire a évalué tout ça. C'est comme une belle interprétation. Ouais, ils améliorent la carrosse, ça passe du cheval au renne par des événements indirects. Il y a un moment où il y a un gamin qui voit le traîneau dans les airs, enfin c'est génial. Ouais, c'est une sorte d'interprétation de l'histoire de Klaus. Ouais. Comment quelque chose comme ça puisse être créé. Ouais, c'est la création d'une légende petit à petit. Et qui est fait par la logique aussi. Ça, c'est le truc que j'adorais. En tous les instants, tu vois, t'as des éléments qui sont juste... C'était juste plus facile au protagoniste. Mais après, ça peut être aussi la raison pourquoi c'est comme ça dans la légende. J'aime bien aussi l'amélioration progressive de la salle de classe. Ah oui, ok, oui, d'accord. À chaque fois, quand je voyais ça, là, j'étais content, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais... Ah, pour moi, ça, c'est pas que la salle de classe, parce qu'en fait, il y a aussi une amélioration progressive du système du bureau de poste, même de la ville, de l'ambiance générale, où les gens commencent à faire de bonnes actions, c'est plus organisé, les gens commencent à s'apprécier entre eux alors qu'à la base ils se détestent. Donc bon, on va dire que c'est pas que la classe, hein, c'est un ensemble. Mais c'est vrai que c'est très bien mis en scène, comme la plupart des choses suggérées dans ce film, effectivement. Parce qu'il y a un passage où justement Alva, l'institutrice, quand elle parle avec Jesper, que finalement elle veut rester. Mais Jesper il comprend pas. Mais je pense que c'est encore un tout petit bout de son égoïsme qui l'a aveuglé de l'effet papillon qu'il a eu. En fait, ce n'est que lorsque Alva lui montre, comment dire, l'effet papillon qu'il a enclenché depuis son arrivée, que là, il commence à douter qu'il était complètement dans l'euphorie de Noël, il avait totalement abandonné son ego, et qu'il avait la trouille de à partir de quand son père allait débouler. En fait, il ne sait pas si son père va arriver pour lui dire qu'il doit retourner chez lui, ou qu'il se retrouve sans boulot. Je veux juste ajouter quelque chose aussi par rapport à la ville, comment elle a changé. Que c'était ni instantané, c'était aussi pas vraiment tellement progressif, le changement entre l'humour des adultes dans le village. Ce qu'on a remarqué, c'est par les actions des enfants, tu vois, que les ados aussi, ils ont commencé à faire des actes plutôt bons. Mais surtout en hésitance, tu vois. Ils ont hésité à les faire. Parce que le système qu'ils avaient avant, c'était œil pour œil, tu vois. À chaque fois que quelqu'un a fait quelque chose de mauvais pour toi, t'as refait la même chose à l'autre. Tu parles du moment où t'as les deux enfants des deux camps qui jouent ensemble ? Non, juste après. Les prochaines scènes après. Ouais, après ça. Quand tous les enfants ont commencé à faire des bons actes. Ah oui. Et après, les adultes, tu vois, ils ont aussi commencé à faire des bons actes, mais c'était pas le principe que, voilà, ils ont fait quelque chose de bon, moi aussi je suis obligé de faire quelque chose de bon. Tu vois, c'est ça le système fondamental. C'était toujours œil pour œil. C'est littéralement la morale du film. Oui, c'est littéralement la morale, oui. Et il faut avoir un élément déclencheur pour avoir des bonnes choses. Ouais, quand les enfants, ils ont ramassé des, je sais pas, des fraises ou je sais pas quoi. Groseille. Ouais, des bonsaïs, voilà, ils ont ramassé des bonsaïs pour la dame, après la dame a fait de marmelade avec. C'est progressif, ouais. Oui, après l'autre a fait une gâteau, mais tu vois, ils ont pas fait ça parce que ils se sentaient obligés, c'est pour ça que ça se voyait dans les visages. Mais après, par tous les effets qui suivaient, tu vois, c'est devenu un truc d'amitié qui était aussi monté, parce qu'après ils ont invité l'autre famille chez eux pour manger ensemble, je sais pas quoi. Parce que quand je vois cette scène-là, je me dis, mais ça pourrait pas être pareil, là, enfin, dans la vraie vie. Et à chaque fois, je me disais ça. Bah, si, mais ça dépend des endroits, ça dépend où tu es. Ouais. Moi, je peux donner l'exemple avec ma grand-mère. Même en Lettonie, il y a des trucs comme ça qui arrivent. Parce que ma grand-mère, elle fait des actes ça se prononce comment maintenant? Oui, des actes bénévoles, oui, c'est juste. Ouais, elle fait des actes comme ça. Et après, dans le secteur, il y a plein de gens qui le connaissent. Dans les magasins, partout. Tu vois, ils sont très sympas avec ma grand-mère. Dans le don de soi. Dans le don de soi. Dans le bénévolat, c'est du fait que tu donnes aux gens en sachant que peut-être parfois, vu que le monde n'est pas tout blanc, que parfois tu n'auras rien en retour, et qu'il faut l'accepter. Même si tu donnes, et qu'il faut avoir cette assise, enfin je sais pas si c'est une assise spirituelle, mais... Non mais oui, elle fait ça, parce qu'elle est très chrétienne. Ouais. Tu vois, elle fait ça quand même, mais moi personnellement, quand je suis passé avec elle dans des endroits où elle fait ça, tu vois les effets des gens, tu vois, les gens ils vont commencer à traiter ma grand-mère différemment, tu vois. On va reconnaître directement, oh c'est elle, est-ce que je peux t'aider avec quelque chose, je sais pas quoi. Tu vois, il faut vraiment juste que les gens ils commencent à faire ça, et on va y avoir ça. T'es en train de confirmer le film, la morale marche vraiment, c'est ça l'idée. Oui, ça marche vraiment, j'ai vraiment vu ça, et j'étais étonné. Tu vois, il faut dire bonjour à ses voisins, tu vois. Bah bien sûr. Offre du pain ou des madeleines frais que t'as préparé chez toi. Ouais. Je suis pas sûr que ça marche à tous les coups, mais bon,
Vous pouvez toujours y croire. Bah, dans tous les villages où j'habitais, c'était plutôt ça. Oui, mais vous êtes des laitons, c'est pas pareil. Quoi? T'as entendu que c'était à cause de le gauchisme, là? Exactement. Ah. Le communisme, c'est ça. Même là, maintenant, punaise, dans une grosse ville avec mes voisins. Je m'entends bien. Bah, c'est le principal. Bon les gars, je propose quelque chose qui peut être pertinent. C'est essayer de faire une critique de Klaus. S'il y avait vraiment quelque chose à critiquer dans ce film, qu'est-ce que ce serait pour vous? Ça pourrait être subjectif pour certaines personnes. Peut-être que des gens pourraient critiquer la version française de certains comédiens si ce sont des puristes fans de comédiens de doublage qui auraient voulu un autre comédien sur un personnage. Sinon, c'est ça que je verrais comme critique entre guillemets. Mais bon, après une critique peut être positive, hein. Ah, le seul truc négatif que j'ai à dire sur ce film, c'est la musique en certain instant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont mis du rap ou des trucs comme ça. Ah, ouais. Et je pense que ça a un peu niqué l'ambiance. Je vois, ouais. Contextuellement, les paroles... Après, je suis pas tout à fait d'accord non plus avec cette critique. Parce que... Quand ils ont mis du rap. Non mais d'accord, mais ils l'ont mis dans un moment où c'était pour mettre en valeur le fait que le protagoniste s'affranchissait de ses problèmes. Donc... c'est pas mal pensé non plus, les gars. Oui, je suis d'accord, c'était pas mal pensé. Même les paroles, c'était cool et tout ça. Mais le truc, c'était vraiment le style qui me perturbait un peu. Comment ça, le style? Quand il parle avec le gamin? Non, mais oui. Boule de neige, ouais. Exactement, pour cette scène-là. Oui, à d'autres types de rap, tu vois. C'est ce que je suggère. Ou alors du bon hard rock metal. Ça m'aurait bien plu, ça. Oui, ouais, pour moi, c'était un peu trop house, tu vois. Et ça m'a vraiment un peu enlevé du film. Mais juste vraiment pour ce petite scène. Mais bon, là, je pense que ici, majoritairement, là, on est plus fan de hard rock metal que de rap. Pour ma part, c'est le cas. Mais même, c'était une musique que d'ailleurs j'entends dans Drivers of Francisco, la scène où il crée son tableau des 6000 lettres, avec en transition des scènes où il parle avec les enfants, où il lui donne des lettres. Cette musique-là, en fait, il est dans ce jeu-là, dans ce jeu de bagnole que j'ai joué. Enfin, j'étais surpris que cette musique s'est retrouvée là-dedans, personnellement. Je vais vous lire une critique, vous me dites ce que vous en pensez. Oui. C'est la critique la plus négative qu'il y a sur Sens Critique. Ouais. Et on va en débattre. Ah, vas-y. Donc c'est un film d'animation où, disons-le, l'animation est excellente, la réalisation très bonne, parfois virevoltante, parfois intimiste, du bon, mais ça pêche au niveau du scénario, sans attendre plusieurs niveaux de lecture. Ce n'est jamais une obligation, on peut apprécier l'œuvre pour ce qu'elle est sans attendre que l'adulte en nous soit cajolé. On a une histoire vue et revue, si bien qu'on sait exactement comment chaque personnage va réagir et ce que ça va entraîner, de l'ennui. On a plus de 12 ans. Ouais, j'ai pas 12 ans, punaise, hein. J'ai jamais le film. Peut-être que ce film-là, justement, en fait, cette critique-là montre que parfois, ça montre l'aigreur de la vie réelle par rapport à quelque chose de fictif. En fait, je ne suis pas surpris de cette critique-là, parce que je pense que ça doit pas être la seule personne qui doit ressentir de l'aigreur, mais enfin c'est normal, c'est selon les expériences de vie qu'on a eues, où on ne croit plus à grand-chose aujourd'hui. Oui, d'accord, mais enfin, pour moi, c'est même pas ça le principal problème de cette critique. Le principal problème, c'est que, non seulement, comme le rappelle d'ailleurs un internaute qui lui a répondu, c'est vrai que c'est un film qui est déjà prévisible lorsque tu vas le voir. Tu peux difficilement te plaindre d'une fin prévisible lorsque c'est un film de Noël. C'est-à-dire, on va pas faire un film de Noël où au final, la morale est dégueulasse. Enfin, tu peux prévoir certaines choses, et surtout que ça s'appelle Klaus, tu te doutes bien que si tu vas voir un monsieur avec une longue barbe blanche, il y a de fortes chances qu'il devienne le Père Noël. Mais je trouve ça un peu sale de dire que ce film n'est pas original, que le scénario est vu et revu, dans la mesure où justement, il innove énormément ce film, sans trop se détacher de la légende. Parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de film qui mette en avant le Père Noël comme ne l'étant pas au début du film, et surtout en le présentant comme un être humain. Oui, Sans lutin, oui, c'est ça. qui va le devenir. Ouais. Donc c'est très novateur pour moi, justement. C'est pour ça que cette critique, je la trouve un peu pas représentative du film, surtout que la personne en question l'a noté avec 2. Je vois mal comment tu peux noter ce film 2 sur 10, même si tu ne l'aimes pas. Peut-être un aigri, je sais pas. Aucune idée. En plus qu'il dit des bonnes choses sur l'animation et après il dit oh c'est 2. Ah, bah oui, mais bon. Ça c'est complètement irrationnel ça. Au niveau animation c'est novateur en plus. Parce que le technique qu'ils ont utilisé c'était encore jamais fait. Bah, c'est un beau film, et c'est ça aussi, faut, dans un film d'animation, à partir du moment où le film est beau, pour moi tu peux pas mettre une note inférieure à 2, parce que ce serait négliger l'une des plus grandes parties de l'art du film que tu es en train de regarder. Ouais, et puis je pense que quand tu l'abordes comme ça, c'est qu'en fait ça montre que tu as un problème personnel, mais dont le film n'est pas responsable.
je sais pas, parce que bon, là c'est plus qu'une personne attendait à être surpris et qu'elle ne l'a pas été. Non, mais je suis d'accord avec cet argument-là, que c'est vraiment le passant qui est. Non, mais tu n'arrives pas à critiquer des films correctement si tu dis des choses comme ça. Alors, pour lui, ce film n'était censé de jamais être réalisé. Je sais pas. Parce qu'on peut pas littéralement écrire une histoire sans des surprises. Quoi? Oui, enfin, on peut pas écrire une nouvelle histoire qui est totalement détachée de choses qu'on aurait déjà fait, tu vois. Enfin, il y a quelqu'un qui le rappelait, c'est qu'en 5 millions d'histoires, avoir des scénarios narratifs totalement différents qui n'ont jamais été faits, c'est impossible. Non, oui. Donc c'est logique qu'il y ait des similitudes. Mais après, je suis quand même surpris que Klaus disparaît de manière allégorique. Ça, je t'avoue que je m'attendais pas. Ah oui, et que justement, avec Jesper qui explique en voix off que il se passe 12 ans et après le Père Noël disparaît. En fait, il est pas vraiment immortel. Et que, pour moi, le fait de voir le Père Noël disparaître, c'est comme un chamboulement... Moi, je me suis retrouvé à la place de Jesper au moment où son père lui dit « Bon, tu es promu à Smerensburg, bah tu te démerdes. » Ça veut dire, voilà, c'est hop, passage à la vie d'adulte, Père Noël, c'est terminé, le confort tout absolu. Non mais, attends, non. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est pas terminé le Père Noël. Non. Ils disent quand même que chaque année à Noël, il retrouve son ami lors du soir du 20. Oui, bien sûr, enfin... J'ai pas pu exprimer comme il fallait, enfin j'ai pas... C'est l'inverse, littéralement. Bah, au début, il a dit qu'il n'est pas immortel, mais c'est littéralement l'inverse qui est montré. Que ça a insinué sa mort, que personne ne l'a plus retrouvé après. Mais c'était montré de la façon qu'il est maintenant en train de passer de quelque chose réel et physique à quelque chose qui va vivre jusqu'à l'infini, jusqu'à la fin de l'humanité. La légende de Père Noël. Mais qu'au final, Jesper a le niveau de sagesse. C'est comme s'il a pris le rôle indirect de la sagesse par expérience de vie. Même si Klaus a disparu, il n'est pas complètement catastrophé, fin du monde total. Non, il encaisse le choc et c'en est ainsi. Parce qu'il a vécu une rupture d'un confort matériel, et là, ce qui s'est passé, c'est une rupture d'un confort, entre guillemets, spirituel. Vu que Klaus a disparu, il faut prendre, entre guillemets, la relève, tout en sachant que on n'aura pas les mêmes facultés, ou qu'on abordera ce travail, ce, entre guillemets, conquête spirituelle, pour continuer à faire rêver les gens, tout en ne copiant pas ce qu'a été Klaus de la part de Jesper. Chers amis, j'ai une critique féministe de ce film, j'ai hâte de vous la lire. Pourquoi pas? Oh non. On va pouvoir en parler. Pourquoi c'est pas la femme Noël? Ah mais attends. Non, c'est encore pire que ça. Oh non. Alors, je cite, « Je suis un peu dubitative face à ce film, autant j'aime assez l'idée de revisiter un mythe du Père Noël, autant je trouve que le type de personnage à la Jesper, on en a vraiment assez soupé. Pendant tout le film, je n'ai qu'une envie, qu'on arrête de suivre ce pauvre type pour en apprendre plus sur le personnage d'Alva. Trinity Syndrome Mush, ça se dit en anglais, du coup je suis une merde en accent, mais c'est ce syndrome-là, il existe vraiment, c'est le syndrome Trinity, c'est lorsqu'un personnage féminin fort s'efface dans une fiction au profit du héros masculin. Oui, ça fonctionne même dans les dessins animés pour enfants, je n'en peux plus, attends, c'est pas très français, mais bon, je n'en peux plus, pas vraiment adhérer au design. Ceci dit, c'était très sympa d'entendre les voix de Rashida Jones et J.K. Simmons, et il y a quelques petits clins d'œil rigolos. Ah donc elle a écouté en VO du coup. Attends, alors elle n'a pas aimé que la personnage femme a été capable de réaliser ses rêves? Bah, elle considère déjà le personnage d'Alva comme un personnage fort. Ouais, c'est pas faux. Oui, mais qui serait devenu secondaire à cause de l'arrivée, parce que c'est ça le Trinity Syndrome, hein, c'est un personnage fort qui s'efface dans une fiction au profit d'un héros masculin. Bah non. Or, pour s'effacer, il faut déjà exister. À la base, Alva, elle était tout comme Jesper où elle voulait se barrer de l'île en ayant plein d'économies. Non mais surtout, à la base, Alva n'est pas la protagoniste. Non mais Alva, elle arrive après tout le monde, elle arrive après la guerre, Alva. C'est elle participe au succès de Jasper qui à la base est un enfant, on va dire quelqu'un qui a grandi toujours dans l'abondance, qui a vraiment des manières de vivre très bourgeoises, qui ne sait pas vraiment ce que c'est de vivre. Encore un argument, tu veux pas te effacer si t'étais jamais au premier plan? Oui, mais c'est ça. C'est que c'est un personnage fort, oui, mais qui est très secondaire, qui arrive après la guerre. Et attends, je tiens quand même juste à rappeler un truc, c'est que j'ai mal lu, je viens de me rendre compte, c'est que je n'ai en plus pas vraiment adhéré au design. Donc à cause de ça, elle n'a pas pu adhérer au design, voilà. Ah ouais, évidemment, des féministes, ils vont se faire plaindre sur des trucs qui n'ont pas de sens.
Mais en fait, c'est quand le film est aussi profond, j'ai du mal à voir quelle autre raison il y aurait à parler de ce genre de syndrome, d'autant plus que c'est un film qui est très profond, il y a beaucoup de choses à dire. Là, tu te fixes vraiment sur un détail. Je veux dire, si Alva n'avait pas été une femme, il n'y aurait pas eu ce problème, tu vois. Pareillement, on pourrait dire que le gars qui gère le bateau, concrètement le passeur, ça peut aussi être un personnage intéressant. Pourtant, il peut être effacé par le protagoniste. Oui. Pareil pour à peu près tous les personnages. Je sais pas comment elle s'appelle, mais la petite fille russe. Oui. Langue Saami, c'est... Sûrement, mais... C'est de la langue Saami, j'ai vu ça. On pourrait aussi dire qu'elle est effacée par Jasper. Cet argument, il pourrait marcher à peu près pour tous les personnages du film qui sont tous plutôt forts, en fait, et pas spécifiquement Alva. Ça va. En dépit du fait que ce soit une femme et que du coup ça doit plus choquer les féministes, c'est sûr, mais bon, c'est un peu dommage de mettre juste la moyenne à ce film, sous prétexte que, je sais pas, il participerait à une forme d'oppression, je ne sais quoi. Enfin, moi, encore une fois, tous ces délires de notes, moi, ça me fera toujours marrer. Que ce soit 0 sur 10, 10 sur 10, moi, ça me fait toujours marrer. Les gens se croient toujours à l'école. De noter une œuvre qui vient d'un cerveau de programmes et de paramètres extrêmement subtils où tu peux pas juger. Vas-y. Surtout la manière dont un cerveau fait un scénario, quel que soit le support. Je comprends pas. C'est bon. Comme vous voulez, les gens, hein. Faites des notes si ça vous amuse. T'as raison, on peut pas noter pas des chiffres, mais on peut toujours dire si la film est mauvais ou pas. C'est ça, c'est pour ça qu'on lit les critiques, en soi la note c'est secondaire. Oui. Mais quand même, par rapport aux critiques, on peut quand même conclure en faisant la compte des éléments positifs et leurs valeurs. Par rapport à ça, tu peux faire une note. Mais quand même, c'est très personnel à la fin. Parce que concernant Alva, il y a quand même une évolution. Au départ, elle était un peu comme Jasper, elle voulait se barrer de l'île parce que ça fait 5 ans qu'elle y pourrit. Dans son effet papillon, il y a des enfants qui l'entrent dans sa salle de classe alors qu'elle voulait se barrer. Mais les enfants étaient tellement enthousiastes parce que les enfants retrouvaient la joie de vivre que là, ça y est, il y a le déclic. Et là, c'est parti. Je sais pas si c'est la rédemption, non, mais c'est à partir de là qu'elle évolue au bout du bout. Ouais, c'était cool, tout l'argent qu'elle a récolté pour barrer. Elle a réinvesti dans l'école. Ouais. Mais aussi que c'était progressif, tu vois. Qu'au début, elle hésitait, prendre l'argent pour acheter des crayons et des cahiers pour les enfants. Mais à la fin, qu'elle a tout dépensé. Oui. J'ai 2 images. La première, c'est le père qui tirait sur Jasper, qui au final effondre la barrière et qui construit un aire de jeu pour tous les enfants. Ou encore, c'est vraiment sur l'aspect culturel, enfin je sais pas si c'est dans la symbolique, où le gamin qui nettoie la trompette de son père, qui se servait pour se battre avec d'autres mecs qui avaient leur propre instrument de musique pour se battre et... Pas pour se battre, mais c'était vraiment juste de faire la bruit horrible pour juste faire chier. C'était même pas battre. Et qu'au final, ça y est, il le réutilise pour faire de la belle musique. C'est bien trouvé, c'est bien amené. C'est le changement de mentalité, c'est pour ça que je trouve que ce film a véritablement du fond, et que c'est difficile de juste se baser sur l'animation, sur des théories féministes pour dire que c'est un mauvais film. C'est un peu... c'est violent comme critique, je trouve, surtout pour un film aussi beau, que ce soit tant dans la morale que sur la forme. Même si c'est pas non plus le meilleur film de l'année ou autre, on peut critiquer certaines choses, mais ça reste un très beau film. Je regrette de pas l'avoir regardé dès sa sortie, il y a 3 ans, j'étais pas au courant, je savais pas. Moi j'avais envie de regarder quand elle est sortie, mais j'ai oublié. Ouais. C'était un peu con ça. Parce que quand j'ai vu comment ils ont fait les animations, je me suis dit, oh ça, il faut que je vois. Parce que concernant Klaus, le fait qu'il était déprimé pendant tellement longtemps, en fait ça montre que parfois dans des gens qui ont totalement sombré, qui ne veulent pas parler de leur passé, qui avaient tout un projet long terme à construire, où ils cachent énormément de choses qu'ils ont construit que personne ne sait, où au final, quand ça sort du cercle intime des choses que tu as construit, que tu partages ça à des enfants qui sont même pas de ton cercle familial, dans un endroit où c'est extrêmement froid, où les adultes se détestent et que les enfants se copient, la grenouille, c'est du parasitage, mais positif, pour stopper cet engrenage débile que crée la violence. Donc autant continuer, je sais pas, sur une dernière note, vous voulez qu'on parle de quoi ? Un truc qu'on n'a pas encore abordé vraiment ? Peut-être le système postal, qui est un peu bizarre, que c'est un sort de militaire. Ouais. Si vous voulez, on peut faire une critique un peu de ce côté cartoonesque, un peu abusif peut-être, qui est pas nécessaire et qui sort un peu du film. Pourquoi pas ? Absolument nécessaire, c'est un film d'animation, tu peux pas critiquer ça, casse-toi. Ça dépend, parce que en soi... Non, ça dépend pas, en animation, non. Si, non, parce que... Parle de ce style d'animation. D'une certaine manière, tu pourrais quand même... Je vais expliquer 2 choses. Premièrement, si tu pourrais le critiquer.
Oui, mais tu connais rien de l'art, punaise, qu'est-ce qu'il raconte? Après, je dis pas que c'est mon avis, mais par contre, tu peux tout à fait le critiquer. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire que justement, ça te sort du fond du film. Ok, essaye de critiquer. Ah bah parfaitement, ça te sort du fond du film. C'est vrai que quand tu arrives et que déjà tu vois une institution qui n'a vraiment rien à voir, c'est-à-dire que le côté militaire n'apporte rien. Le côté militaire n'apporte rien, tu regardes le film, tu vois quelqu'un de flemmard dans une espèce de... C'est exactement pour ça que t'as... Dans une... Oui non mais justement, mais dans une espèce de poste, au rythme militaire ou autre, où vraiment il y a des exercices où il y a un parallèle évident avec l'armée, qui n'est pas nécessaire, absolument pas nécessaire pour mettre en avant la flemmardise du personnage, et bien au contraire, ça sort le film de ce côté réel. Le crédit qu'on pouvait accorder au film sort, maintenant ça devient quelque chose d'abstrait. C'est complètement normal pour des films d'animation d'avoir ces critiques extrêmes. Comment ça se fait que tu es en train de critiquer là maintenant le militaire, mais t'as pas en train de critiquer les sabres et les couteaux balancés sur les autres bâtiments? Bah ça, durant une guerre... Parce que ça aussi, c'est pas littéralement une guerre. C'est ça le truc. Et c'est... Bah ça ressemble quand même à une guerre civile quoi. Non, vraiment pas. Ça aussi, c'est l'élément cartoonesque. C'est pas littéralement une guerre civile. Il y a personne qui est mort à cause de ça. Il se fait juste chier un à l'autre. Alors, c'est pas montré, mais qu'il n'y ait personne de mort, c'est pas dit. Parce qu'il montre quand même un aspect historique de cette guerre qui tend à démontrer que ça fait des millénaires qu'ils se battent entre eux. À aucun moment ils disent qu'il n'y a pas eu de mort. Bah ça aussi, c'est un truc cartoonesque. Mais parce que c'est pour enfants. Là, tu compares. Et c'est des gens au village. Non, mais c'est le même principe. La différence, encore une fois, même d'un point de vue légal, c'est pas comparable. Parce que d'un point de vue légal, si t'as des morts dans un dessin animé, il y a des problèmes pour pouvoir mettre le film dans les cinémas. C'est pas dit qu'ils aient le même visa que les autres films. Alors que l'aspect militaire n'a rien à voir. L'aspect militaire, on parle pas de mort, on parle pas de côté cartoonesque. Je veux dire, que ce soit pour préserver les enfants ou non, ne pas montrer des morts, il y a un intérêt. Pour pas choquer. Par contre, faire une pause militaire. L'aspect militaire est ici pour montrer le halt et le propriétaire de la système dans lequel notre personnage est clairement différent. Il ne fait pas partie de ça. C'est pour ça c'est un élément qui est quand même pertinent. D'accord, mais ça peut être pertinent, mais ça peut aussi être abusif. Bah, dans ce cas-là, c'était pertinent. C'était vraiment pour nous montrer, voilà, ce personnage a son père dans un haut poste, dans un endroit comme ça, où lui, il fait rien. Il fait la gueule de tout ça. Donc il en profite, ouais. Il profite. Non, je suis pas d'accord, parce que, en soi... C'est la seule raison pourquoi il était envoyé là-bas, parce que son père fait partie de ce système so strict et sérieux, tu vois. Je vais vous dire. Première chose, déjà pour commencer, moi personnellement je trouve que c'est intéressant pour une chose, seulement une, c'est que ce côté militaire permet de montrer à peu près la vision qu'est censé avoir le personnage. Au-delà de ça, ce qui me déplaît, c'est que dans le film c'est mis en avant comme si c'était pas la vision du personnage, mais comme si ça se passait vraiment. Si tu veux mettre en avant une rigueur, rien que la scène où il est confronté à son père dans le bureau suffit à comprendre que c'est un homme strict. T'as pas besoin d'avoir des espèces d'épreuves ridicules pour mettre en avant les postiers comme c'était des militaires. Ça fait un côté qui est trop cartoonesque. Mais il faut comprendre... Mais c'est pas trop cartoonesque. Ah bien sûr que si. C'est complètement assez cartoonesque parce que c'est une cartoon, punaise. Non mais ça, c'est un argument de merde, parce qu'à ce moment, Pocahontas aussi. C'est pas un argument de merde. Bah si, mais regarde, Spirit... Parce que tous les autres scènes, mais que l'école qui est un truc de poisson là, le magasin de poissons, ça aussi, c'est complètement cartoonesque. Non, ça n'a rien à voir. Attends. Mais tous les éléments sont cartoonesques, c'est pour ça. Mais pas du tout. Et le truc militaire, ça fait partie. Mais c'est pas comparable vu que c'est la seule anomalie du film. Je veux dire, C'est pas une anomalie. Là tu viens... Attends, non mais parlons-en. Parce que ça c'est un élément classique à utiliser. Tu viens de faire une comparaison qui ne marche pas déjà. Tu prends... Non, je suis en train de parler de comment les éléments cartoonesques se manifestent dans des animations. Oui, donc tu viens de prendre... Et c'est dans toutes les animations. Non, c'est pas vrai. Déjà ça c'est faux. T'as dit deux choses qui sont fausses. Premièrement, t'as pris une comparaison tu compares ça à une école qui est devenue une poissonnerie. Dans le film, il est dit clairement que parce que la meuf en question ne peut pas faire son métier, que les enfants ne viennent pas, elle est obligée de faire un autre métier. D'où la présence du poisson. Tu dois même avoir des cas comme ça dans la vraie vie. Mais regarde comment c'est monté. Mais ça c'est le principe. Parce que c'est un domaine visuel. Comment tu peux montrer... Mais c'est pas cartoonesque. Écoute, comment tu puisses montrer visuellement, très clairement, vite et précisément, un endroit très sérieux et strict. En montrant, je l'ai déjà dit en plus, tu montres juste la scène du père qui l'engueule, ça suffit. Vu ce que son père est déjà... C'est pas assez cartoonesque, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais bien sûr que si. C'est pas cartoonesque, il faut que ce soit cartoonesque. Mais ça l'est, et c'est pas nécessaire que ce soit plus. Non, un père qui engueule. Ah bah si.
Non, un père qui enregistre son fils, c'est pas cartoonesque. Mais bien sûr que si. Et même... C'est juste réel. C'est pas censé être juste réel. Oui, mais ça suffit, justement, ça te sort du film. Je veux dire, à ce moment-là, tu vas dire que Spirit... Mais non, ça suffit pas, c'est pas assez cartoonesque. Non, alors, Pocahontas, c'est pas un cartoon, alors. Alors Spirit non plus, c'en est pas un. Alors que ça en est, hein, techniquement. Mais c'est des films qui ne tombent pas dans ce piège-là. Si tu veux avoir des éléments cartoonesques tout au long de la film, qu'on a ici, il faut aussi avoir au début. Non. Mais quoi, non? Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Il y a pas des éléments cartoonesques tout au long du film. Mais c'est le cas. C'est pas vrai. Mec, le poissonnerie, punaise. Parce que c'est littéralement, elle a pas changé les éléments de école. RPCO, les enfants sont assis aux tables, en train de faire ses cours avec des poissons partout, punaise. Mais ça, tout ça, c'est cartoonesque. Mais ça s'explique assez facilement, en fait. Et même, c'est même pas tellement cartoonesque. Bah oui, l'explication est basique, oui. C'est même pas tellement cartoonesque parce que je te garantis, enfin, il faudrait aller voir, mais je suppose que t'as à peu près les mêmes problèmes dans les pays vraiment pauvres, où t'as des écoles qui servent à deux choses en même temps. C'est pas tellement irréaliste, bien au contraire. Hein. D'autant plus que là, t'es dans un endroit qui est extrêmement pauvre, où à la base c'était une école, mais qu'elle ne peut plus se le permettre parce que personne ne vient. Elle est obligée de trouver un autre moyen pour se faire de la thune. Je veux dire, des écoles qui sont réhabilitées dans des commerces ou autres, ça existe. C'est pas un truc totalement cartoonesque. Par contre, des postes militaires, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur la même échelle. C'est pareil quand tu compares ça au fait qu'il n'y ait pas de personnages morts alors qu'ils se battent tout le temps. Ouais. Le cartoon n'a rien à voir là-dedans. C'est juste qu'ils peuvent pas se le permettre parce qu'ils touchent des enfants. Ils vont pas mettre en avant des gens qui sont tués. Tu ne comprends pas les principes de comment on fait quelque chose de cartoonesque. Il faut aller... Mais surtout que ça ne sert à rien. Alors tous les éléments cartoonesques dans le film ne servent à rien. Mais il y en a pas de comparable. C'est tout, je veux dire. Comment ça, y a pas de... Mec, c'est toi qui entends dire « Oh, c'est beaucoup trop ». C'est ton opinion pour dire que c'est beaucoup trop. Ce que je dis, c'est que le seul élément vraiment cartoonesque du film est vraiment trop extrême. Justement parce qu'il te sort du film ou direct t'arrives dans le film et dis « Ok, c'est pas réaliste ». Bah oui, mais c'est pas réaliste. Alors que tout le reste du film a une morale réaliste. Non, tout le reste du film a une morale réaliste et a même... Là, oui, la morale est réaliste, mais le milieu est cartoonesque. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais... Tous les scènes, tout, mec. Non, ça c'est abusif, mec. Toutes les scènes sont cartoonesques. Non, c'est pas vrai. Et le reste, c'est des détails qui sont cartoonesques. Je veux dire, c'est pas... Attends, tu es en train de comparer des détails ou c'est certaines scènes ou peut-être la gravité cartoonesque ou autre. Tu compares ça au fait que le milieu dans lequel a grandi le personnage soit cartoonesque. Je veux dire, là, c'est le fond qui est cartoonesque, c'est plus juste la forme. Non, je suis en train de quand même parler des scènes. Oui, les scènes, des détails, donc. Je veux dire, là, ça touche au fond de l'histoire et pas à la forme. Quand le cartoon prend le pas sur le fond de l'histoire, oui, c'est un problème. Parce que c'est pas littéralement de la militaire, punaise. C'est juste, c'est pour faire cartoonesque, ils ont fait, parce que c'est quand même, ça fait partie de... Caricaturé. Oui, c'est caricaturé. Oui, ça l'est trop. Ok, je te prends un exemple d'un autre film pour te montrer ce que je veux dire. Quand on avait fait À l'Ouest, rien de nouveau, la principale critique du film, c'est que, effectivement, pour la mise en scène, pour le côté dramatique, ils avaient pris un élément de forme, c'est-à-dire que le protagoniste meurt, après une balle dans le cœur, elle arrive à se relever et à tomber dans la lumière ou autre, c'est un élément de forme. Mais ça, c'est un problème, et on l'avait critiqué, Oui. justement, parce que ça remet en cause le sérieux du fond de l'histoire. Et c'est exactement pareil dans ce cartoon. Oui, il y a des côtés esthétiques qui sont cartoonesques. C'est pour 7 ans et plus, c'est normal d'avoir quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Le style est presque le même, c'est se inspire de trucs comme Astérix et Obélix. Non, parce que dans Astérix et Obélix, le fond n'est pas aussi profond que ça. Justement, faut faire la distinction, tu peux pas comparer ça à Astérix et Obélix. Non mais, je parle de style, tu peux avoir un profond aussi. Les deux sont inhérents. Non, bah c'est ça la différence entre les films. C'est juste que... Tu trouveras jamais un... C'est ça la différence entre les films. Le style est pareil, mais l'histoire est plus profonde. Non, mais déjà c'est même pas vrai, le style n'est pas pareil. Comment ça, non? Parce que tu peux pas faire... Tu as beau mettre le style le plus cartoonesque du monde, le cartoon suppose de l'humour. Donc si t'as un fond qui est extrêmement triste, bah désolé, mais même si c'est un dessin animé... C'est pas triste! Tu pourras pas... Mais le début n'est pas triste! Bien sûr que si. Non! Mais c'est un exemple. Mais ça, c'est censé de apporter de l'humour, Tu punaise. n'écoutes pas. Ils sont en train de entonner n'écoutes avec des pas. boîtes de carton. Tu ne me laisses même pas finir. C'est-à-dire que, je te répète encore une fois, tu prends un dessin animé. Tu prends un dessin animé qui a un fond sérieux, ils ne peuvent pas mettre de côté cartoonesque. Et dans ce film, on est justement à l'entre-deux. Dans Klaus, il y a une espèce de mix entre un fond ultra sérieux qui n'est pas drôle, on suggère la mort de certains individus ou autres, ce qui n'a rien d'un film pour enfants d'ailleurs, et à part ça, bah esthétiquement, t'as des trucs qui sont trop cartoonesques. Donc pardonne-moi, mais oui, ça contraste beaucoup trop.
C'est ton opinion. Mais c'est mon opinion, mais argumente alors. Parce que depuis avant, tu me sors... Mais c'est ton opinion de merde, parce que je suis en train de dire que non. Mais tu dis que non, voilà, c'est ce que tu dis. Ce n'est pas trop, parce que c'est cartoonesque. C'est censé être cartoonesque. C'est juste que j'ai... Non. C'est ce que j'ai dit, et après toi tu réponds juste non. Et ça c'est ton seul argument, pour mon argument. C'est juste non. C'est pas vrai, c'est toi qui as répondu juste non. Bien au contraire. Quoi? Je viens de t'expliquer, je viens de faire une comparaison avec demain... Enfin, à l'Ouest Rien de Nouveau, tu n'as même pas rebondi sur cette comparaison. Pourquoi? Parce que c'est une film, et ici on parle d'une animation. Et alors? Mais tu sais que dans les deux cas... Mais attends. Où t'as le droit, et c'est une animation qui depuis le début, le premier scène c'est cartoonesque, et tout au long de la film, ça continue d'être cartoonesque. Mais que ce soit une animation ou pas, qu'est-ce que ça change? Pourquoi ça remet en cause mon exemple que ce soit une animation? Parce que c'est depuis le début c'est cartoonesque. Et donc? Et ça a le droit d'être. Non mais et donc? Et quoi et donc? Tu peux avoir quelque chose de cartoonesque, sérieux et profond en même temps. Non, mais pas tellement justement. Pourquoi non? Mais parce que le côté cartoonesque, justement, c'est on va dire de l'humour à outrance. C'est ce que tu retrouves dans Tom et Jerry ou autre. Je te prends un exemple. Pourquoi ça ne marche pas? Tu prends le dernier exemple de Tom et Jerry, qui va dans ton sens en plus. Oui. C'est un cartoon qui a un fond extrêmement profond puisqu'à la fin les personnages se suicident. Sauf qu'on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'on ne le fait plus, qu'il y a un contraste qui est trop énorme. Quand tu commences à faire ça, un fond ultra sérieux, et que tu le maquilles avec un truc trop cartoonesque, ça ne marche pas. Parce que justement ça... Bah si ça marche. Et ça marchait, et ça marche toujours. Ça ne marche pas. Et le pire... Moi j'adore Tom and Jerry, c'est pour ça que je suis en train de défendre ce film. Oui, et d'ailleurs, Tom et Jerry n'a pas marché. Le dernier épisode n'a jamais marché à cause de ça. La preuve, c'est que même d'un point de vue commercial, ça ne marche pas. Parce que lorsque tu fais un fond qui est trop différent de la forme, ça ne marche plus. Et c'est ce qui est le problème dans Klaus. C'est que le fond est très sérieux, et parfois, oui, c'est trop cartoonesque. Alors tous les épisodes de Tom and Jerry qui ont marché, t'es en train de dire que ouais ça ne censait pas de marcher, ça ne censait pas marcher. Mais parce qu'ils ont pas de fond. Attends, mais tu n'écoutes pas ce que je dis. Mais comment ça? Non mais... T'as aussi le fond. Tous les épisodes. T'as aussi des épisodes... Non. Oh mon dieu. Mais lesquels? Le souci, si cet épisode de Tom et Jerry a fait cet effet boomerang, c'est par le scénario et non pas l'animation en lui-même qui a causé souci. Exactement. Non mais c'est parce qu'il y a une distorsion entre le scénario, le fond de l'histoire, et ce que tu vois. Tu vois des gens qui se courent après tout le temps, il y a des gags visuels, esthétiques, ça c'est cartoonesque. Mais si en même temps à la fin, tu montres très sérieusement des personnages qui sont vraiment tristes et qui vont se suicider, pardon mais ça ne marche pas. Et dans la plupart des épisodes de Tom et Jerry, tu n'as pas ça. C'est pour ça qu'il marche. Mais t'as exactement ça dans Tom and Jerry. Bah non, attends. Justement, c'est l'un des seuls épisodes qui a pas marché commercialement, et tu vas me dire... En fait, t'as les autres épisodes, mais c'est son le suicide. Mais t'as les autres trucs élémentaires sérieux par rapport à tout ce qui est masculinité, c'est ce que c'est être masculin. Il faut avoir de la thune, il faut avoir un bon emploi et tout ça. Ça aussi, il y a un épisode de Tom and Jerry qui montre ça. Et cet épisode a bien fonctionné. Oui. Et ça aussi, c'est complètement caractéristique, cartoonesque, mais c'est extrêmement profond. Mais ça a quand même marché, et c'est bon. Et pourquoi celui-là n'a pas le droit d'être aussi? Justement, parce que la distorsion... Justement quoi? Justement, parce que la distorsion n'est pas aussi énorme entre... Tellement énorme, c'est toi qui... Mais toi, dès que tu vois une uniforme militaire, tu penses immédiatement aux Hitlers. Clairement. Mais c'est le seul raison d'avoir une opinion comme ça. Bah alors, là, faut qu'on sache sur quel axe on sac. Est-ce qu'on va sur l'axe de l'humour ou non? Parce que si on parle d'humour, oui, je pense à Hitler faire une vanne. Maintenant, si on veut avoir un débat sérieux, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je te parle pas de ça. Je te parle simplement du fait que tu as une distinction trop importante. Là, entre un épisode où il y a le suicide et un épisode où il y a juste, ok, un fond sur l'argent, où effectivement Tom doit avoir de la thune pour plaire à une meuf et ça marche pas, ils peuvent faire de l'humour là-dessus. Parce que justement, la distorsion entre le côté cartoon et le fond n'est pas assez énorme. Faut comparer ce qui est comparable. Une scène où les protagonistes se suicident, une scène où dans le fond, on te suggère la mort d'une femme. C'est pas pareil que mettre en avant un personnage qui arrive pas à pécho parce qu'il a pas d'argent. Ok. C'est-à-dire tu compares deux épisodes qui n'ont rien à voir de Tom et Jerry. Alors, on revient au Klaus maintenant. Par rapport à tout ce que tu viens de dire. Vas-y, allons-y donc Klaus. Ok, première scène. Je suis littéralement en train de revoir la première scène. Vas-y. Qu'est-ce qui est mauvais dans le scène? Toi, dis-moi quelque chose. Dis-moi un élément que tu n'aimes pas. C'est juste le fait que c'est militaire? Non, déjà t'as l'effet, je crois qu'au début t'as un plan large qui montre une espèce de garnison. Du moins il y a des tentes, il y a plein de choses qui suggèrent l'aspect militaire. Ensuite t'as des exercices qui n'ont rien à voir avec les postiers et qui sont pour moi trop cartoonesques. Et pourquoi c'est trop cartoonesque? Mais parce que c'est des choses... Quel élément triste fait que t'as pas le droit d'avoir une espèce cartoonesque comme ça? L'élément triste il arrive après. Lequel? L'élément triste, déjà à partir du moment où tu commences un film comme ça. Non mais dis-moi le élément triste. Le premier élément triste, c'est quand le père chasse son fils de la maison. Ça, c'est le premier. Ou premièrement, là, tu as un personnage extrêmement sérieux qui directement contraste avec tout ce que tu viens de voir au début du film. Premièrement. C'est pour ça que j'ai avancé la thèse de la vision, parce que là, ça aurait été assez intéressant si ça avait été amené comme si c'était la vision du personnage. Or, ce n'est pas amené comme ça. Ensuite,
plusieurs éléments tristes. C'est non seulement le fait qu'il y ait une guerre civile, après c'est très cartoonesque, du coup ils s'en sortent pas mal, mais la mort de la femme de Klaus, le fait qu'il faut y avoir un esprit de Noël, tout ça. Ça, ce sont des éléments qui n'ont rien de cartoonesque, qui n'ont rien de drôle et qui, pour moi, contrastent beaucoup trop. Le fait que Klaus meurt à la fin, tu compares cette scène avec la scène du début, tu dis c'est pas le même film, c'est pas possible. Mec, maintenant j'ai un nouveau argument parce que le vieux film Disney. Vas-y. Parce que c'est littéralement les mêmes éléments de. L'histoire est aussi emmenée de même style, avec plein d'éléments extrêmement cartoonesques, et aussi avec des morts ou je sais pas quoi d'autre. Justement, les films les plus tristes de Disney sont pas vraiment cartoonesques, bien au contraire. Si tu regardes Le Roi Lion, par exemple, cartoonesque, pas vraiment, à vrai dire. Il y a quelques personnages humoristiques, mais des choses cartoonesques, non, rien de comparable, et rien de vraiment aussi contrastant. Comment ça s'appelle en français Snow White? Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle, voilà, celui-là, le meilleur exemple à donner. Il y a quoi de vraiment cartoonesque dans ce film? Tous les mouvements sont extrêmement cartoonesques. Les mouvements. Oui. Donc c'est pas le fond. Ou alors une série cartoonesque, qui a des éléments que je trouve cartoonesques, c'est Rick et Morty. Oui, mais ça n'a rien à voir, parce que Rick et Morty, y a pas vraiment de fond triste. Il y a certains moments, c'est vraiment chaud. Il y a aussi le fond triste. Rick et Morty touchent quel public? Adulte. Exactement, alors que Klaus, c'est pas le même public qui vise. Donc c'est logique si vous... Parce que Klaus, c'est vraiment, il me fait vraiment penser à Blanche-Neige. Au niveau de cartoonesque, au dessin, en histoire, partout. C'est vraiment ça. Oui, mais ce qui est drôle, encore une fois, même avec cet exemple... Pour moi, ton argument, il est tellement arbitraire que c'est vraiment... Oui, ce élément-là, il est arbitraire, tu vois. C'est quoi ces critères? Mon exemple est tellement arbitraire qu'ils ont dû adapter le conte en dessin animé justement pour pas qu'il y ait ce problème. Le conte, il est édulcoré dans le Blanche-Neige animé de Disney. Le vrai conte est bien plus horrible. Justement, pour pas arriver dans le problème que je suis en train de dire là. S'il y a un trop grand contraste, ça ne marche plus. Quand tu remarques qu'un film est trop cartoonesque, quand il y a des scènes qui te choquent plus que d'autres, c'est pas une question de subjectivité, c'est qu'il faut se baser sur des éléments objectifs. Quand tu parles de mort, et qu'en même temps tu mets une scène où « Ah tiens, c'est l'humour, c'est super drôle » avec exactement les mêmes personnages, ça ne marche pas. Ça peut pas marcher. Donc après, dans Klaus, c'est pas si grave que ça, mais ça reste un défaut qu'on peut lui reprocher. Un peu comme avait fait Tom et Jerry. Mais tu le dis, ça peut pas... Non mais ça peut marcher, et ça déjà a marché, et ça marche toujours. Donne un exemple. Mais j'ai déjà dit Blanche-Neige, punaise. Mais moi, je viens de t'expliquer pourquoi Blanche-Neige ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas respecté le conte de base. Ils ont édulcoré la version que tu vois dans le dessin animé. Parce que dans la version de base, c'est beaucoup plus violent et ce n'est pas adapté aux enfants. Je sais. Voilà. Oui, et après, la version qu'ils ont adaptée est quand même du même niveau de Klaus. Comment ça, du même niveau de Klaus? Tu parles de quoi? Comment ça? Les éléments utilisés, l'insinuation de la mort et tout ça. Les éléments cartoonesques utilisés. Pas vraiment. Dans Blanche-Neige, je prends un exemple tout con, c'est que le protagoniste n'est pas cartoonesque. Il arrive des choses qui peuvent être considérées comme horribles, le protagoniste, oui, mais ça marche parce que le protagoniste n'a rien de cartoonesque. Alors que dans Klaus... Alors le problème c'est juste avec le protagoniste. Dans Klaus, en grande partie. T'as le droit d'avoir tous les éléments cartoonesques arriver à n'importe quel autre caractère, mais si c'est le élément personnage principal, alors non. Alors là, tu fais limite, là c'est horrible, c'est film éclaté ou quoi? Ça dépend. Ça va jamais fonctionner. Ça dépend. Tu vois, exactement. Ça dépend. À chaque fois tu dis, ça dépend. Si tu prends un personnage, même qui n'est pas le protagoniste, qu'au début du film tu le rends hyper drôle, hyper cartoonesque, et qu'au final tu te rends compte que ce mec il lui arrive des choses horribles qui n'ont rien de drôle, ça ne marche pas. Maintenant, tu le transposes sur le protagoniste aussi. Tu peux pas te permettre... Imagine Klaus. Si Klaus au début du film il était hyper fun, il était super drôle, très cartoonesque, très comique dans les gestes, comment tu veux qu'après il mette en scène la mort de sa femme? Enfin, je veux dire, faut qu'il y ait une certaine logique. Ça aurait été bizarre, ouais. Oui, ça aurait été bizarre, parfaitement. Mais ici c'est pas le cas. Avec Jasper, c'est parfaitement le cas. Non, ce n'est pas. Son côté mystérieux, c'est clair que ça aurait été bizarre si c'était quelqu'un de très solaire, jovial, que si au moment où il parle de la mort de sa femme, ça aurait été bizarre. Mais là, rien qu'à la mise en scène où tu le vois les premières minutes, du fait qu'il est très mystérieux, qu'il est cadré comme une sorte de menace, c'est normal. Oui, c'est normal, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas un contraste totalement délirant entre le personnage. Alors que Jasper, tu le compares le Jasper du début du film à la fin, ça va pas. À la fin, il fait une morale ultra triste où il dit qu'il retrouve son ami qu'un soir à Noël. C'est quelqu'un d'extrêmement mature. Alors qu'au début du film, c'est n'importe quoi. Il est ultra cartoonesque, que ce soit dans sa façon de penser, ce qui peut se comprendre, mais aussi dans ses gestes. Le fait que tout soit mis comme si c'était militaire ou autre, et que c'est un vrai délire, c'est trop bizarre. Tu n'as pas le même personnage à la fin du film qu'au début. C'est ce que moi je critique, c'est tout. Il a évalué avec le temps, c'est ça le principe. D'accord. Peut-être du fait qu'il était dans un environnement confortable, qu'il n'a pas connu la discipline, qui se comporte de manière cartoonesque.
Voilà. Oui, non, mais d'accord, il a évolué, ce qui est assez intéressant, il a évolué avec le film. À travers le temps, il évolue, d'accord. Mais dans cette mise en scène, je le répète, tu n'as pas besoin Au début. de manquer de réalisme. Mais c'est pas lui. Oui. Mais c'est pas lui. C'est tous les autres sauf lui qui manque le réalisme. Si, c'est lui aussi. Rien que dans... Non, c'est pas lui. Si, dans son comportement, c'est dérisoire. T'as une ambiance qui est censée être très militaire, très martiale, Oui. et tu retrouves ton protagoniste dans une tente totalement en contraste avec la réalité ou autre. Oui. Ça te permet de comprendre l'état d'esprit du protagoniste. Ça, on est d'accord. Parce qu'ils s'en fichent, oui. Non mais ça, voilà, ça on est d'accord. Là, c'est pas là qu'on est en désaccord. Mais c'est son objectif, c'est son motivation tout au long de l'histoire de revenir au ce état initial qu'on a vu, où il est vraiment cartoonesque, on s'en rien foutre de la vie. On est d'accord. Et donc maintenant, quand t'as ces éléments-là, dis-moi, pourquoi il y a besoin du côté militaire ? Pour quelle raison ? Parce que la rigueur, elle est déjà là, hein. Y a pas besoin du côté militaire. Là, c'est complètement stupide. Avec des épreuves où tu dois lâcher des pigeons voyageurs ou autre, ça décrédibilise juste le film. Si on t'a demandé qu'il a son fichier de complètement de tout ce que le père lui a donné à faire. Oui, d'accord. Et pourquoi ? Je répète, pourquoi le côté militaire ? Tu ne peux pas le mettre en scène autrement qu'avec des symbolismes de l'armée, ça. Mais ça, c'est ton problème à toi, c'est juste que c'est le militaire, ça peut être n'importe quoi. C'est juste que, en animation, mettre militaire, c'est juste quelque chose qui le rend plus sérieux, pour montrer que c'est un endroit plus sérieux, plus strict. C'est un truc typique. Les vieux animations, ils vont aussi utiliser très souvent le milieu militaire pour montrer des endroits où il faut être strict et sérieux. Et voilà. Et ça, c'est mon argument. Pourquoi il n'y a rien de mauvais, il y a un endroit militaire comme ça. Il y a plusieurs choses ensuite dans ce que tu dis qui sont intéressantes. Parce que, premièrement, moi ce que j'allais dire avant, c'est simplement que la rigueur, t'as pas besoin de le faire via le militaire. En fait, t'irais même plus vite. Avec ça, je suis d'accord. Mais je suis juste en train de dire que Oui, mais... en animation, c'est normal d'avoir ça comme première idée, D'accord, oui, comme premier truc à faire. j'ai bien compris, mais je vais y revenir. Dans le film, en fait, il suffirait de couper quelques scènes. Ça peut se faire au montage et ça serait beaucoup mieux, en fait. Tu prends la scène où tu vois Jasper dans ses beaux draps, qui savoure la vie, et tu mets ça en contraste avec son père. Son père qui l'engueule et qui dit qu'il est bon à rien et qu'il faut qu'il y aille. Ça suffisait à comprendre que son père est strict et que Jasper ne l'est pas. Ensuite, quand tu prends ton exemple sur les autres films, il faut donner des exemples concrets. Parce que dans la plupart des films, lorsque c'est des personnages qui font les cons, même dans un endroit qui est extrêmement strict, c'est des personnages qui restent plus ou moins cons tout au long du film. Il n'y a pas de personnage principal qui va du tout au tout. C'est pour ça que je te dis que dans Cendrillon, par exemple, avant, t'as des personnages cartoonesques. Il y a des endroits où c'est censé être strict et t'as quand même des petites vannes ou autres. Mais jamais de Cendrillon. Ça ne vient jamais du protagoniste qui est sérieux de A à Z. Il n'y a pas de changement comme dans Klaus. Mais ici, c'était quand même utile pour le personnage, pour montrer comment il a évalué. Ça a quand même apporté quelque chose. Ça a apporté quelque chose, mais ça aurait pu apporter quelque chose autrement. Et sans avoir ce défaut. Non, mais parce que pour moi, ça apporte même beaucoup plus que ne pas avoir ces scènes. Parce que sans cette scène-là, tu veux juste penser, c'était pas si difficile pour lui de se habituer au milieu où il était maintenant placé, forcé d'être. Bah écoute, moi je fais une suggestion, mais si t'avais remplacé ces scènes militaires comiques, tu remplaces ces scènes par, je sais pas, Jasper qui se retrouve dans l'espèce d'usine ou dans l'endroit où ils doivent gérer les colis ou autre, où tout le monde agit tel une machine, tout le monde agit à la chaîne, et tu compares ça avec le mode de vie de Jasper, non seulement c'est plus profond, parce que ça rappelle un peu le côté industriel qui a vraiment existé lors de la révolution industrielle, et en plus de ça, t'as tous les effets. C'est plus profond, tu as un protagoniste où tu montres bien qu'il s'en fout, qui comprend rien vraiment à ce que subissent les autres et qui est complètement déconnecté. Ok, mais les choses à comprendre aussi qu'ils ont besoin qu'il doit travailler dans le postal. Là, maintenant, il y a le premier avec le scénario. Comment tu puisses écrire un truc de ce style-là, qu'il se fait placer dans une île au autre bout du monde, juste comme ça? Non mais j'ai pas renié la poste, hein. Quand je parle de côté industriel, c'est par exemple si tu vas dans l'arrière des postes, c'est-à-dire que tu vois plein de cartons qui doivent être, qui doivent être pesés ou autre, tu fais un côté où les gens travaillent en chaîne, ce qui devait exister d'ailleurs à l'époque. Maintenant c'est des machines, mais à l'époque c'était pas le cas, ça se faisait à la main. Mais tu vois, moi je pense qu'avec un changement de ce style-là, on est obligé de changer beaucoup le scénario pour que ça reste quand même cohérent et logique. En faisant ça, on va baiser le film encore plus. Pourquoi ça changerait quoi? Parce que sinon, non mais parce que alors tu peux pas avoir le père comme le chef de truc postal. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Si t'aurais dans une usine. Non mais pas l'usine. Le côté industriel, je répète, je parle dans une poste. À l'époque, si tu prends des postes, je sais pas, à leur date de création, je sais pas exactement comment ça a été créé, mais au début, tout était fait à la main avec des circuits en chaîne. C'est-à-dire que c'est plusieurs personnes qui géraient les colis à la chaîne.
Ça n'empêche pas le père de gérer cette industrie-là. Je veux dire, je te parle pas d'une usine où ils fabriquent des écrous ou autre. Je te parle d'une poste. Le côté industriel qu'avaient les postes au tout début de leur création. Ils auraient pu le retrouver, d'autant plus que c'est une époque qui a l'air d'être, je sais pas, moi je vois ça un peu comme la fin du 19e, parce qu'il n'y a pas vraiment de technologie avancée. Je veux dire, tu prends les postes du 19e, je suis pas un spécialiste, mais c'est bien plus industriel, c'est déjà très strict, t'as pas besoin d'en faire un truc militaire, parce que justement ça décrédibilise un peu la chose. Même si c'est pas dramatique dans Klaus, ça casse un peu le truc. Ça fait quand même un contraste où tu te dis, le début du film, t'arrives voir un film qui n'est plus le même quand t'en sors, tu vois. Tu sors du film, c'est un autre film que t'as vu. C'est un peu bizarre. Il y a un contraste trop énorme entre le début et la fin. Moi, j'aime bien. Mais oui, le contraste, il est pas si énorme que toi tu le fais, quand toi tu le assignes d'être. Oui, ça peut être bien, mais ça aurait pu être mieux, je pense. C'est pour ça que je dis que moi, c'est ma critique que je fais du film. C'est un peu comme, tu vois, à l'Ouest, rien de nouveau. Pour moi, il faut avoir un élément cartoonesque. Parce qu'il réutilise des éléments cartoonesques tout au long de la film. Et sans avoir ces éléments cartoonesques au début, alors là, on va changer de nouveau que le début n'est pas le même que le fin. Mais tu peux mettre des éléments cartoonesques sans que ce soit nécessairement abusif. Justement, les éléments cartoonesques, ça passe par les gestes. Ça, c'est le truc, moi j'ai pas vu ça comme abusif. C'est ça ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi toi tu penses que c'est abusif? Parce que c'est des... Tu deviens gauchiste ou quoi? Bien sûr que non. Non mais tu prends toutes les scènes. Toutes les scènes ont une réalité de fond. C'est-à-dire que des gens qui se battent, bon, t'as une réalité de fond, en plus c'est appuyé dans le film, il y a un côté historique ou autre, des peuples qui se sont toujours détestés et battus, dans le fond, ça a déjà existé. Des postes qui ne marchent pas ou des lieux où l'éducation n'existe pas, ça a existé. Des gens qui sont totalement ostracisés de la société et qui sont tristes, comme on peut voir avec les Russes dans le film ou le Père Noël, ça a existé. Les Saamis. Non, oui, voilà, mais par contre, des postes à caractère militaire comme ça, même fondamentalement, et ça n'existe pas. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait nécessairement besoin de faire ça? Enfin, c'est bizarre. Je trouve que parce que c'était pas si loin quand même. Parce que le système postal de l'époque, t'avais vraiment aussi, même maintenant, tu vois, c'est une industrie. Les gens à l'époque, c'était aussi habillé en costume, tu vois. T'étais habillé correctement, c'était quand même strict. C'était strict partout déjà, dans tous les sens. C'était pas loin d'être du militaire. C'est pour ça quand tu le fasses militaire, en fait, t'es pas en train d'aller dans le extrême, t'es vraiment en train de basculer le truc de quelques pas et boum, t'es déjà à la militaire. C'est ça le truc. Non, enfin, faut pas abuser non plus, parce que s'il y a quand même des distinctions majeures avec le militaire. En fait, à l'époque, les postes, c'est-à-dire que t'avais, je sais pas, des dizaines de personnes assises à des tables qui devaient trier les lettres, c'est surtout ça. Donc s'ils avaient juste mis ce côté-là, très chiant et très strict, en montrant vraiment comment c'était les postes à ce moment-là, ça aurait suffi pour apporter le côté strict. Et en plus, tu peux faire ça de manière cartoonesque, en montrant que lui, il en a vraiment rien à foutre, alors que tout le monde est très sérieux. Le côté militaire décrédibilise juste la chose. C'était juste un élément cartoonesque qu'ils ont eu le droit d'ajouter. Bah, ils ont le droit, mais le bénéfice-risque est pour moi négatif, parce que tu perds plus que ce que tu apportes, en fait, au film. Ça, c'est ton vrai point négatif pour le film, c'est vraiment ça? Ça vraiment, t'as niqué tout le film à cause de ça? Non, justement, c'est ce que je dis, c'est que ça, c'est le point noir du film. Ça veut pas dire que le film est mauvais, mais c'est comme, je reprends. Après, quelle autre scène t'as pu ajouter pour que ça soit mieux? Je l'ai déjà dit, ça. C'est que au lieu de faire un côté militaire, tu montes les postes comme ça l'était vraiment à cette époque-là. Comme ça, tu montes vraiment le côté industriel. Mais alors c'est trop réaliste. Non, bah pas du tout, parce que tu le fais sous forme de cartoon. Bah non, parce que tous les autres bâtiments et tous les autres endroits sont mis, c'est vraiment des scènes cartoonesques. Je comprends pas où est le problème, là. Parce que tu vois, si on veut vraiment faire un truc comme ça, les autres gens qui sont venus pour l'animation, pour voir une cartoon, on dit, bah le début n'est pas assez cartoonesque, il est trop sérieux, mais c'est bizarre ça. C'est quand même un film pour des enfants, pourquoi on monte des endroits comme ça? Non mais quand t'es dans une poste, montrer une poste, ça ne veut pas dire qu'il y a rien de cartoonesque. Ça dépend comment tu l'animes. Le tout, c'est juste le fond. Il faut que ce soit raccord avec le fond. Si tu montes des gens sérieux dans une poste, avec, je sais pas, si tu veux, le protagoniste qui arrive et qui fait le con, alors que tout le monde est très sérieux, comme tu pourrais faire le con dans une salle de classe, t'as évidemment ton côté cartoonesque. Mais pour autant, tu t'écartes pas de la réalité historique, et en plus de ça, tu rends pas ça complètement délirant. Parce que le côté militaire, pardon, mais c'est quoi le rapport avec une poste? C'est comme si maintenant tu fais un film sur un dentiste, et tu mets un côté militaire pour montrer la rigueur. Bah c'est bien, hein, le dentiste c'est vrai que c'est quand même un métier qui est très strict, mais ça n'a rien à voir avec les militaires. Alors un postier... C'est ça le principe en cartoon, que dès que t'as où c'est strict, tu peux le comparer avec le militaire. Et c'est ce qui t'est fait toujours, pas toujours, mais souvent. Bah quand le film ne parle pas de guerre, c'est assez rare. Enfin, à moins que t'aies un exemple en tête, mais... Non mais c'est juste là, maintenant dans notre époque, que tu dis ça. Si c'était 10 ans avant, tu vois, t'aurais pas utilisé ce argument, parce que c'était vraiment le cas. J'ai pas compris ça. Si c'était 10 ans avant, quoi? Pourquoi? Parce que je pense que c'est un argument de actualité, ouais, il faut éviter d'utiliser des trucs militaires. Mais dans l'époque, avant c'était toujours utilisé.
utilisait. C'est pas ça l'argument. Bah non, dans Blanche-Neige ça l'est pas, dans les films où il y a des humains globalement ça l'est jamais. Après peut-être dans Pocahontas il y a des trucs militaires mais c'est une ambiance qui est très guerrière donc c'est normal. Des films cartoonesques où vraiment il y a le côté militaire c'est très rare justement. Enfin j'ai beau essayer de trouver, j'en ai pas en mémoire. Hein. Un truc militaire pénitentiaire un peu comme les Dalton. Sauf que les Dalton, justement les protagonistes sont hyper comiques dès le début et y a pas de morale de fond. C'est justement pour ça que ça passe. Surtout Joe. Bah oui, non, mais il y a que des vannes tout le temps. Je veux dire, y a pas de... Les protagonistes deviennent pas soudain hyper profonds avec des morales où non, c'est vrai que mon ami est mort et je le revois tous les 25 décembre. Non, ça reste des Dalton. Ils font les cons tout le temps. Enfin, vraiment des films où il y a juste l'apparition furtive du côté militaire avant qu'ils disparaissent totalement. Même en animation. J'ai pas d'exemple. Moi non plus. C'est difficile à trouver parce que tout ce que j'ai en tête, ça vient des séries. Bah attends, moi j'ai un exemple, Réponse. Réponse, c'est une ambiance où donc t'as un enfant qui se fait kidnapper, qu'il le sait pas, il y a un côté militaire et en même temps t'as des personnages très drôles. T'as un caméléon qui est ultra cartoonesque, un cheval qui est ultra cartoonesque. Tu vois, là il y a un mélange astucieux parce que contrairement à Klaus, Réponse, ils arrivent à faire du protagoniste, à le faire évoluer dans un milieu qui est cartoonesque, sans pour autant que le protagoniste ait du tout au tout. Le protagoniste reste sérieux tout le film. Le protagoniste reste fidèle à lui-même. Moi je l'ai jamais vu ce film-là. Bah c'est un très bon film pour ça en l'occurrence. Et même t'as le côté militaire et tout, mais les gardes, le côté militaire reste strict quand il faut l'être. Tu vois, je veux dire, les moments où tu peux avoir de la vanne, c'est juste quand on va dire, le moment du film s'y prête. Là dans Klaus, tout le monde est sérieux sauf le protagoniste dans un côté militaire, même son père est ultra strict, y a rien qui se prête vraiment à la plaisanterie. Contrairement à ce que tu pourrais voir dans Réponse par exemple. Dire, il faut pas sortir totalement de son rôle juste pour faire une vanne dans un cartoon. C'est la seule chose que je critique un peu à cette scène qui pour moi n'est pas nécessaire. Au même titre que la dernière scène de À l'Ouest rien de nouveau. Où le fait de voir un gars avec une balle dans le cœur se relever et tomber plus loin dans la lumière, ok c'est une belle mise en scène mais ça sert à rien. Parce que dans le fond ça montre juste qu'il est immortel. Non, j'avais mentionné qu'il y avait un plan juste avant qu'il meure. L'affiche Théâtre du Front, c'est ça que j'avais mentionné. Oui, mais je parlais pas de ça. Je parlais vraiment de la mise en scène. Oui, bah il y avait ce plan-là durant cette scène-là. Oui, mais ça à la limite on s'en fout parce que ça peut être réaliste. Le problème c'est que le gars se prend une balle dans le cœur, se relève avant de tomber. Bah là dans Klaus, c'est un peu le même style, c'est-à-dire que t'as un personnage qui est dans un côté militaire, en fait ça l'est pas, c'est une poste, il est envoyé dans une île lointaine, et d'un coup il devient sérieux, le fond du film change totalement, c'est des valeurs de paix, c'est des valeurs, on rappelle que la mort c'est triste, que c'est pas drôle, et enfin il y a des personnages qui meurent quand même dans le film, et ça n'a rien de spécialement drôle en fait. Il y a un contraste qui est très important et qu'on ne retrouve pas dans les autres dessins animés selon moi, voilà c'est tout. Eh bien dans ce cas, pour conclure sur cette année 2022, avec ce qui est le plus long podcast actuellement sur cette chaîne, on vous souhaite un joyeux Noël et bonne année 2023.